Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Bernard-Henri Lévy, auriez-vous la gentillesse de vous présenter, même si vous êtes très connu? Non, bien sûr, il faut toujours se présenter. Je suis philosophe et écrivain. C'est intéressant que vous choisissiez ces deux termes, ces deux définitions, parce que en voyant un petit peu le détail de votre existence, en vous qualité de philosophe, d'essayiste, de chroniqueur, d'écrivain, bien sûr, de cinéaste, et j'ai vu qu'on y ajoute... Et je voulais vous demander ce que vous en pensiez, homme d'affaires. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui jure avec le reste, ou est-ce que vous l'acceptez comme une évidence de votre vie multiple? Mais je ne l'accepte pas parce que c'est faux. C'est une contre-vérité. Je ne suis pas homme d'affaires. Je crois savoir ce qu'est un homme d'affaires. J'en ai connu dans ma famille, mon propre père en était un, je n'en suis pas. Je gère, j'observe la gestion, je suis la gestion d'un patrimoine familial, mais je ne gère rien du tout, je ne suis pas homme d'affaires. Donc c'est une petite pique de Wikipédia et d'autres sites internet. Cette perfidie va de pair, me semble-t-il, avec le reproche qui vous est souvent fait d'être en quelque sorte, je résume brutalement ma pensée, milliardaire, quoi. Au fond, d'être un être infiniment privilégié et qui n'a pas de mal à penser noblement, en quelque sorte, puisque vous croulez sous les richesses. J'ai lu ça et j'y viendrai tout à l'heure. Est-ce que c'est absurde? Est-ce que même davantage que cela? Mais c'est encore absurde. Je ne suis pas milliardaire et je ne croule pas sous les richesses. Voilà. J'ai la chance d'avoir un père qui a très brillamment réussi, lui, dans les affaires, qui a laissé à mes frères et sœurs et moi-même un patrimoine familial, mais pardonnez-moi de vous dire, c'est pas des milliards. D'accord. Je suis frappé tout de même par la multiplicité et la pluralité de vos tâches. Vous avez une vie jusqu'à aujourd'hui, et j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible, infiniment remplie par de multiples activités, et en même temps, même moi qui suis prêt à toutes les libertés intellectuelles, je suis frappé par l'ampleur des haines que vous avez suscitées. Comme si en réalité il y avait une correspondance entre l'immensité de ce que vous avez accompli, sa multiplicité, et l'opprobre que d'aucuns vous renvoient avec une espèce de volupté. Vous avez vécu cela comment depuis le début ? L'immensité, d'abord, là aussi, c'est me faire trop d'honneur. La multiplicité, oui. Immensité, j'en sais rien. Ça, la postérité, l'avenir le dira. Multiplicité, c'est vrai que j'ai fait des choses très diverses. Et c'est vrai que ces choses très diverses, elles sont, comme on dit aujourd'hui, avec de cet adjectif que je n'aime pas d'ailleurs, c'est les choses que j'ai pu faire, les livres que j'ai pu écrire, ils sont clivants. C'est-à-dire qu'ils expriment des positions tranchées, avec les uns qui les approuvent, les autres qui les désavouent. Et par conséquent, ça crée chaque fois, bien sûr, des couches de réprobation nouvelles. Donc je suis quelqu'un qui, depuis la barbarie à visage humain, il y a 57 ans, j'accumule probablement les couches de réprobation. Et comme ce sont des réprobations souvent vives, parce qu'elles reposent sur des désaccords sérieux et profonds,
elle ne s'oublie pas. On a tort de dire que tout s'oublie, hein, et qu'on vit dans l'âge du zapping permanent, des amours, des haines et des émotions. Je crois que les choses durent et les vraies réprobations, elles sont tenaces. Je sais que 54 ans après, il m'arrive de rencontrer des hommes et des femmes que j'ai heurtés il y a 57 ans en écrivant La barrière du visage humain. Il m'arrive de rencontrer des hommes et des femmes que j'ai heurtés il y a 51 ans, en 1981. Ça fait 51 ans, je crois. Non, 43 ans, avec l'idéologie française. Et ainsi de suite, vous voyez. Et je sais que ces réprobations-là, elles ne s'évaporent pas. Donc, elles s'empilent les unes les autres. Ça, c'est vrai. Comment je les vis ? Assez bien, puisque je considère que c'est la rançon inévitable et par conséquent d'une certaine manière voulue de ce que j'ai entrepris de faire de ma vie. Vous pensez que la cause fondamentale de ces antagonismes est intellectuelle, en quelque sorte? Oui. J'ai parfois l'impression que pourtant c'est votre personnalité qu'on cherche à offenser, qu'on cherche parfois à humilier. Quand je lis par exemple il y a longtemps que vous ne savez pas ce qu'est un concept, que vous n'êtes pas un philosophe, que on cherche véritablement à vous humilier dans ce que vous avez de meilleur, qu'on soit d'accord ou non avec vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu votre être tout entier qui est parfois honni? Quand on est paresseux, quand on déteste et qu'on est paresseux, quand on a un dissentiment fort et qu'on est paresseux, la meilleure des réponses, c'est l'humiliation. Et la plus facile et la plus paresseuse des humiliations, c'est l'humiliation de la personne. Donc il est assez logique que la détestation se traduise en opprobre de la personne. C'est logique. Mais il n'empêche, enfin, c'est mon sentiment, qu'à l'origine de tout ça, il y a des détestations enracinées dans des conflits d'idées, je crois. Alors, bien sûr qu'il y a aussi des désaccords, des détestations fébriles, des antipathies immédiates, passionnelles. Bien sûr qu'il y a ça. Il y a ça entre nous tous, sans arrêt, dans la vie. Mais je crois, mais bizarrement, contrairement à certains de mes amis qui me disent ça, croyant me consoler sans doute, je ne crois pas que ça soit dominant. Je crois que l'essentiel, c'est vraiment des lignes de fracture assez nettes que j'ai tracées régulièrement toute ma vie. Ça n'est pas, Bernard-Henri Lévy, ce que vous avez dit vous-même à la suite de l'échec de votre film Le jour et l'heure, si je ne me trompe pas. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, pardonnez-moi. Quand vous avez dit vous-même, il était trop, j'étais trop fort, j'étais trop. Est-ce que ça n'est pas ce sentiment qui exaspère certains? Non. Ce que j'avais dit à l'époque exactement, c'est que un certain nombre de gens, on est à l'époque en 1996, ont un certain nombre de comptes à régler avec moi. Les comptes, la gauche totalitaire et marxiste heurtée par l'idéologie française, la droite pétainiste, nostalgique de Vichy, heurtée par l'idéologie française. 81, on est près de Vichy. Hein. Les Vichysois à l'époque ont 55 ans. Ils sont pas vieux. Ils sont beaucoup plus jeunes que vous et moi aujourd'hui. Il y a des gens qui m'en veulent de ce que j'ai pu écrire sur les intellectuels dans l'éloge des intellectuels ou dans les aventures de liberté. Bref, il y a 1000 comptes non soldés et ouverts dans mes combats intellectuels. Et d'un seul coup, il y a un film qui ouvre un champ absolument idéal pour tout régler à la fois. Parce qu'en effet, trop, parce que vulnérable, parce que seul en gants blancs dans la plaine, parce que inconsidérément exposé. Mais ça, c'est le cinéma. Cinéma, je ne parle pas du documentaire. Ce cinéma-là, quand vous entourez d'Alain Delon, de Lorraine Bacall, etc., là, vous donnez des armes extraordinaires à qui veut en découdre. Mais encore fallait-il vouloir en découdre. Donc je crois qu'il y avait la volonté d'en découdre, la volonté de punir primairement,
Et puis, il y avait cette cause occasionnelle. Il n'y a jamais chez vous, Bernard-Henri Lévy, ce que j'appellerais peut-être maladroitement une sorte de romantisme de la lutte désespérée, par exemple. J'ai parfois l'impression que non seulement vous n'avez pas peur des joutes, mais que, en quelque sorte, profondément, vous y aspirez presque. Est-ce que c'est la meilleure manière de dire ce qu'on est, ce qu'on pense ? Je suis pas sûr d'aspirer aux joutes. Regardez ce dernier livre, Une nuit blanche, justement. C'est un livre apaisé, c'est un livre sans enjeu, sans joute intellectuelle, enfin, je crois. Donc, et j'ai pris un plaisir immense à l'écrire et j'ai même un assez grand plaisir à en parler. Donc non, je n'aime pas spécialement les joutes. Mais il y a des moments où il me semble important de les mener, de les engager. Je crois que c'est à ça que sert un intellectuel. Un intellectuel, c'est-à-dire un écrivain qui décide de se mêler un peu des affaires de la cité et qui ne décide pas d'aller mettre le fer dans la plaie, d'aller mettre le doigt là où ça fait mal, d'aller se mêler des questions les plus brûlantes. Alors il sert à quoi? Si c'est pour aller dans le sens du consensus, ça sert à rien. L'intellectuel, il a pour ça. Ou alors qu'il se contente d'écrire Nuit blanche toute sa vie. On peut faire ça. Moi, j'aurais pu écrire des livres comme celui-là, ou des romans, ou c'est une sorte de roman, ou des romans d'amour. J'adorerais ça, hein. Mais c'est pas le destin que j'ai choisi. Est-ce que ce livre que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas très nouveau dans votre œuvre, au fond, à la fois de manière très fine, très allusive, parfois des exercices d'admiration, les gens qui vous ont formé, des très grands philosophes, et d'autre part, ce qui ne venait pas naturellement à l'esprit de vos lecteurs, des pages réellement hilarantes. Est-ce que vous avez eu le sentiment de sortir un petit peu de votre univers intellectuel ? Oui. D'abord en prenant le temps de rendre les quelques hommages dont vous parlez. J'arrive à un âge où on ne sait plus très bien le temps dont on dispose encore. On vit longtemps dans l'idée que le temps est infini, en tout cas. Pas qu'on est immortel, on n'est pas idiot, mais enfin, que le temps est sans limite et que le moment viendra toujours d'honorer ses dettes. Puis à un moment, on se dit, et puis si le temps était plus compté que ça. Donc il y a quelques personnes, là, ça pour moi c'est important dans ce livre, à qui j'ai tenu, ne serait-ce qu'en quelques phrases, en quelques mots, à qui j'ai tenu à rendre hommage. Voilà, c'est fait. Même si, en gros, même si je n'ai pas le temps d'écrire un jour mes mémoires, ce qui est un peu mon intention, comme tous ceux qui ont fait 3-4 trucs dans leur vie. Hein. Eh bien là, j'ai éprouvé le besoin, je sais pas quel... C'est pas un pressentiment d'ailleurs, c'est juste la conscience de mon âge. Je me suis dit, c'est bien, il faut rendre hommage à Philippe Tesson, il faut rendre hommage à Paul Gilbert, il faut rendre hommage à Jean Daniel, il faut rendre hommage à mon vieux copain Samir Lonzo qui m'a sauvé la vie en Bosnie-Herzégovine et qui est mort. Il faut rendre hommage à quelques autres anonymes qui apparaissent. Il faut leur rendre hommage. Donc ça, c'est nouveau. Oui. Vous n'évoquez pas ce que j'appellerais vos maîtres en philosophie. Aussi. Ça veut dire qu'ils ont une importance très différente dans la construction de votre personnalité que ces amis chers que... Je ne les évoque pas aujourd'hui parce que ceux-là, je considère que je leur ai d'une certaine manière rendu hommage déjà dans l'exercice même de ma philosophie. Faire de la philosophie, c'est rendre hommage à ses maîtres, par définition, même quand ils ne sont pas nommés. C'est le mot de Lévinas à propos de Rosenzweig, avant que Rosenzweig, l'étoile de la rédemption, soit traduite en français, où Lévinas disait « Rosenzweig trop présent pour être cité ». Nombre d'intuitions de ces livres venaient de Rosenzweig, mais il était tellement présent qu'il ne le citait pas. Donc là, vous avez un bon exemple d'un philosophe qui est
à qui est rendu hommage sans avoir besoin d'en faire des tartines. Vous voyez ? Donc, je veux dire par là que je pense que, je ne sais pas, dans La pureté dangereuse, j'ai rendu hommage à Michel Foucault. Je pense que dans American Vertigo, j'ai rendu hommage à Jacques Derrida. Dans nombre de mes livres, dans L'esprit du judaïsme, hommage a été rendu à François Zenzweg et à Emmanuel Levinas. Déjà dans le Testament de Dieu, que j'ai écrit il y a bien longtemps, il y a 40 ans, hommage a été rendu à à Emmanuel Levinas et à René Girard, qui a été un autre de mes maîtres très très important. Il était cité d'ailleurs en début de volume. Le Testament de Dieu était placé sous le double signe, et je n'ai jamais renié cette double filiation, sous le double signe de René Girard et d'Emmanuel Levinas. Donc, d'une certaine manière, les philosophes, l'hommage leur est rendu. Solitude d'Israël, hommage est rendu à quelques grands penseurs du judaïsme de tendance sioniste. Voilà. Donc, les maîtres philosophes, on leur rend hommage chemin faisant. Pas besoin de s'arrêter. D'accord. Il y a des gens auxquels il faut s'arrêter pour rendre hommage. Et ça, c'est les gens apparemment moins importants. En tout cas, dont ceux-là, c'est ce que Verlaine appelait, je crois, à propos de Rimbaud, les passants considérables. Les passants considérables, ceux qui, d'une certaine manière, n'ont fait que passer, qui n'ont pas laissé une trace monumentale. Ceux-là, il faut s'arrêter pour leur rendre hommage. Cette aptitude générale tout de même à l'admiration et au souvenir que vous avez, est-ce que ça n'est pas le contraire du narcissisme que beaucoup vous reprochent ? Oui, je crois, oui. Si on me reproche ça, et je sais qu'on me le reproche parfois, oui, c'est en effet le contraire. Alors il faut que les gens choisissent, ou bien ils me reprochent ce narcissisme, ils continuent, c'est leur affaire, ou bien ils lisent mes livres. Et celui-là, par exemple, ils verront que ce livre est un hommage permanent et alors, ils vont dire c'est du name dropping, mais ça l'est pas, parce que les gens sont méconnaissables dans ce livre. Ils sont souvent sous leur prénom, oui. Pas identifiables par tout le monde. Souvent, ce sont de purs inconnus. Je rends hommage, par exemple, à un homme qui s'appelait Jean-François Lacombe, qui était un bandit d'honneur, qui a passé beaucoup de sa vie en prison, que m'avait présenté Michel Foucault en 1969 ou 10, et qui a passé pas mal de son temps en prison, puis qui s'est racheté, et en qui j'avais confiance, que j'aimais, qui a été un ami, que j'ai aidé jusqu'à la fin de ses jours, d'ailleurs, que j'ai essayé d'aider. Sa veuve est encore vivante. Il a une petite fille charmante, merveilleuse, que j'ai prise il y a quelques années en stage à la Règle du Jeu. Lui, je lui donnais ma petite fille à garder, ma petite Justine. Il faisait le babysitter parce qu'il avait besoin de gagner 3 sous à l'époque, entre 2 séjours en prison, parce qu'il y retournait, hélas. Mais voilà, je rends hommage à ce garçon qui, pour moi, est un type bien, qui a commis des fautes. Il n'est pas question de... Et c'est pas devant vous, je dirais le contraire. Mais qui a payé sa dette à la société. Tout à l'heure, vous avez défini, si j'ai bien saisi, Bernard-Henri Lévy, le philosophe, comme quelqu'un qui ne doit pas être consensuel. Est-ce que, est-ce que au fond, tout philosophe, sans le savoir ou en le sachant, est forcément un philosophe politique ? Pas politique, mais querelleur, oui. Pas politique. Descartes n'est pas politique, mais il passe sa vie à se quereller avec Mersenne, avec Gassendi, et vous avez toute une part de l'œuvre de Descartes qu'on lit moins. C'est pas le traité des passions de l'âme ou les méditations, mais c'est la correspondance avec Mersenne ou Gassendi, qui est au moins aussi riche que les méditations. Et
et ils se querellent, et alors sur des points qui pouvaient sembler assez contemporains, être vraiment des points de détail. Où est située la glande pinéale? Quel est l'exact rapport de l'âme et du corps? Mais ce sont des querelles où se jouait l'honneur, l'avenir et la vie de chacun. Pareil pour Kant. Il n'y a pas de philosophe qui ne considère la vie intellectuelle comme un champ de bataille. Mais vous, ce que j'appelais votre philosophie politique, c'est à la fois le règne des idées et en même temps les combats dans le siècle. D'une certaine manière, ça n'a rien à voir. Oui. Vous sortez de la philosophie. Oui, parce que j'ai l'impression, à tort ou à raison, d'être arrivé à l'âge d'homme dans un temps particulièrement troublé. Voilà. Et peut-être plus troublé qu'au temps de Descartes, plus menacé, où la civilisation me semble menacée. Voilà, disons les choses comme ça. Et à ce moment-là, l'exercice de la querelle, qui en temps de paix peut se limiter à la question de savoir quel est le rapport entre le temps et l'espace, est-ce que le temps peut encore exister si l'humanité disparaît, et ainsi de suite. Questions métaphysiques passionnantes. Moi, j'adorerais m'intéresser à ces questions-là. Mais elles sont remplacées au temps où nous vivons, me semble-t-il, depuis 40 ans, 45 ans que j'écris des livres, presque 50 maintenant. Je trouve qu'il y a des questions qui sont étonnamment urgentes. Alors peut-être que c'est vrai de toutes les époques, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est spécialement vrai de ce temps-là. Les intellectuels des années 20 et 30, entre les deux conflits mondiaux, avaient ce sentiment-là. Ils sortaient d'une guerre, et puis ils avaient le sentiment d'aller vers une autre, vous voyez. Et moi, depuis 1973, 11-12, mon voyage au Bangladesh, j'ai eu ce sentiment-là, qu'on sortait d'une guerre et qu'on entrait dans un avant-guerre qui s'est révélé être extrêmement long, évidemment, et qui peut-être restera un avant-guerre, j'en sais rien, mais tant troublé. Est-ce que, en vous écoutant, en vous lisant, notamment parfois dans la quotidienneté médiatique, j'ai l'impression que cette politique qui me passionne, la politique anecdotique, ne vous intéresse pas du tout et que vous n'appréhendez la politique qu'au travers de la morale. Est-ce que des droits de l'homme, de tout ce qui implique profondément le partage entre les ombres et les lumières, est-ce que c'est exact ou est-ce que il y a d'autres manières chez vous de percevoir la politique sur le plan mondial? D'abord, les droits de l'homme, je ne crois pas que ce soit de la morale. Je crois que c'est de la politique. Je crois que droits de l'homme, défendre les droits de l'homme, ça implique de défendre une certaine conception de la liberté, une certaine conception de la séparation des pouvoirs, une certaine conception de l'égalité, une certaine conception de la représentation, toutes les grandes questions politiques. Je crois qu'elles cristallisent dans la question des droits de l'homme. Je vous recommande d'ailleurs un texte très ancien maintenant de Claude Lefort qui s'appelle « Les droits de l'homme sont une politique » qui date des années 70. Donc, les droits de l'homme, c'est pas de la morale. Et c'est vraiment très réducteur que de les considérer comme une espèce de saupoudrage, de supplément d'âme qu'on ajouterait à la politique pour la rendre un peu plus comestible. C'est vraiment ça peut être le cœur d'une politique. Et donc je crois que c'est noble et légitime d'en faire le cœur de la politique. Mais il y a d'autres cœurs. Par exemple, l'affrontement l'affrontement de la civilisation et de la barbarie. C'est encore pour moi le cœur de la politique. La barbarie, c'est l'islamisme radical, par exemple, ou c'est les débordements de l'idéologie poutinienne. Ça, j'appelle ça la barbarie. La bataille contre ça, pour moi, c'est la politique. La géopolitique, l'affrontement des puissances, c'est encore la politique. Alors, je dis pas que la question de savoir si Bayrou est un meilleur Premier ministre que Barnier ou l'inverse n'est pas importante. Elle est importante. Mais d'abord, il y a beaucoup de gens pour s'en soucier, admettez-le, il en est question, et beaucoup de gens extrêmement compétents, honnêtement. Et par ailleurs, il est vrai, ça je le confesse, que ça m'intéresse peut-être un tout petit peu moins
que la question de savoir qui va l'emporter de Poutine et de Zelensky. Voilà. Ou qui va l'emporter de Daesh et des Kurdes lorsque j'étais à Mossoul pour tourner mon film La bataille de Mossoul. Ce que j'évoquais sur le plan moral dans votre vision politique, notamment internationale, c'est, me semble-t-il, le partage très éclatant que vous faites, sans paraître hésiter, jamais, entre le bien et le mal. C'est cela que j'appelais peut-être une vision morale. Quand on vous écoute, et avec quel talent, quand vous écrivez, on a l'impression que, même si vous y répondez un petit peu et très joliment dans Nuit Blanche, que vous n'êtes jamais atteint par les incertitudes. Honnêtement, je vous mets au défi de trouver un cas dans aujourd'hui l'énorme volume de ma production où je parle du bien et du mal. Je crois pas que je dis ça. Non, sûrement. Voilà, je dis le mal est le moindre mal. C'est comme ça que je dis les choses lorsque je les nomme. Le mal est le mal. Parce que je crois pas au bien. Toute ma philosophie, si j'en ai une, toute ma petite architecture, mon montage conceptuel, si j'en ai un, je crois que j'en ai un, a consisté précisément à déconstruire, à pulvériser le concept de souverain bien en politique. Je crois que ça n'existe pas. Et que le début du totalitarisme, c'est de croire au bien. C'est le piège absolu. Parce que si on croit au bien, il y a toujours un fou qui considère qu'il a mis la main dessus, et quand il a mis la main dessus, il n'a qu'une chose à demander aux citoyens, c'est de se prosterner, d'accepter, de ne plus voter, et de vivre le destin et la vie de ce que Kojève appellera, ou Nietzsche avant lui, les derniers des hommes. Donc je ne crois pas à ça. Mais je crois qu'il y a le moindre mal et le mal, oui, bien sûr. Moindre mal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, il y a des critères assez simples. Je pense pas du tout que les Irakiens, les Kurdes ou les Américains avec qui je faisais équipe pendant la bataille de Mossoul incarnaient le bien. Ils avaient tous les défauts possibles et imaginables. Je ne veux pas les égrener ici, mais face au mal absolu qu'était Daesh, face à la manière dont ils traitaient les femmes, face à la manière dont ils se traitaient eux-mêmes, face au sort qu'ils promettaient aux Occidentaux, face au sort qu'ils promettaient à ceux qu'ils appelaient les Juifs et les croisés, c'est-à-dire les chrétiens, je pense qu'il n'y avait pas photo et qu'il fallait les vaincre. Voilà. Et je n'avais pas de doute là-dessus. En revanche, il m'est arrivé d'avoir des contacts avec ces gens-là. Ça, je l'ai un petit peu raconté dans un de mes films. Il m'est arrivé d'aller au contact, de voir comment ça marchait, ce type de cerveau-là. Alors ça, je ne sais pas si vous appelez ça le doute, mais en tout cas, ça peut y ressembler. Pas le doute, mais l'interrogation. Ça, oui, ça, je suis accessible à ça. Ça m'intéresse. Je ne suis pas juste... Lorsque j'étais en Libye, par exemple, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement de détruire les kadhafistes et les islamistes, c'était aussi savoir qu'est-ce qu'ils avaient dans le crâne. Et ça, j'ai été prêt à prendre des risques pour le savoir, et je le raconte dans mon livre de l'époque qui s'appelait La guerre sans l'aimer. Est-ce que l'avantage de cette perception du moindre mal n'est pas de faire qu'au fond, on ne se trompe jamais dans ce cas-là, puisque précisément la vision du bien peut vous induire en erreur, parce qu'on n'est jamais sûr de la perfection du bien dans le réel, mais en revanche, le moindre mal, c'est quelque chose qui, avec empirisme, peut vous conduire tout le temps vers une sorte de vérité. On se trompe moins, évidemment. Ouais. On se trompe moins quand on défend le moindre mal. Et quand on se garde de le sacrer le bien. Et quand on... pendant les 7 ou 8 mois qu'a duré la guerre de Libye, j'ai tenu un journal. Un journal filmé. C'est un film qu'on trouve sur les plateformes, je suppose, de Canal+, et du reste, j'y connais pas grand-chose, qui s'appelle Le Serment de Tobrouk. Et j'ai écrit un livre que lui, on trouve en librairie, qui s'appelle La guerre sans l'aimer. Et vous verrez, enfin on verra, ceux qui se donneront la peine d'aller regarder verront que je suis étreint par le doute en permanence. Je suis pas sûr du tout que les gens que j'aide à venir au pouvoir seront des démocrates. Je ne suis pas sûr qu'ils seront infiniment mieux
que le colonel Kadhafi et ses gangs. Je suis pas certain que les islamistes, dans la bataille qui va s'ouvrir après la chute de Kadhafi, ne vont pas l'emporter. Donc, évidemment que le doute est là. Dans toute action politique, là on parle pas de philosophie, on parle de l'action politique. Et il m'est arrivé d'avoir une action politique. Par exemple, dans cette hypothèse, j'ai eu une action politique en Afghanistan, j'ai eu une action politique en Ukraine récemment. Bien sûr qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Dans votre esprit, on ne peut pas dissocier, je dirais, la pensée, l'analyse du monde, de son implication directe dans les conflits dont on parle. Si, on peut les dissocier, bien sûr. Bien sûr que oui. Il y a en France, aux États-Unis peut-être plus encore, beaucoup de grands penseurs, de grands chercheurs qui travaillent dans les think tanks, etc., et qui se contentent d'analyser les données qu'ils reçoivent, de spéculer, voilà, et puis d'en tirer des conclusions, bien sûr. Mais après, il y a une question de tempérament, une question de corps. Moi, j'ai un corps qui est fait de telle manière que j'aime aller chercher les faits moi-même. J'aime aller vérifier les choses avec mes yeux. Et puis j'aime j'aime me mettre en péril. Et puis j'aime essayer de changer les choses. Mais ça, c'est le tempérament de chacun. Moi, je suis fait comme ça. Est-ce que ça n'est pas justement cette propension de votre part à aller sur le terrain qui a permis à certains de douter de la pureté de votre savoir philosophique? Comme vous le dites très bien, il y a des philosophes en chambre qui sont tout à fait respectables. Mais ceux-là bénéficient d'une sorte d'aura. Ça dépend comment vous appelez qu'est-ce que vous entendez par pureté et impureté. Au sens propre du mot, bien sûr que ça induit un travail philosophique impur. Une action philosophique qui se met à l'épreuve du réel, c'est-à-dire de l'impureté même, évidemment qu'elle en devient impure, mais pas impure au sens moral, impure au sens ontologique. Ça, c'est inévitable. Mais ça, c'est le choix que j'ai fait, de mettre mes concepts à l'épreuve du réel. Bien sûr. Est-ce que je reviens à Nuit Blanche, est-ce que ce livre va annoncer d'autres œuvres de la part de Bernard-Henri Lévy sur le même registre où vous iriez peut-être, vous l'avez évoqué vous-même, vers l'écriture de vos mémoires? C'est ce qu'annonce le livre, puisque la minuscule intrigue de Nuit Blanche, il y en a une, il y a un petit fil. J'entame la nuit ce livre, c'est une nuit blanche parmi les innombrables, hélas, que comme beaucoup d'insomniaques qui nous écoutent, j'ai à endurer. Donc c'est une nuit. C'est unité de lieu, un appartement, unité de temps, une nuit, et unité d'action, ce que je fais pendant cette nuit-là. Et ce que je fais pendant cette nuit-là, en gros, c'est que je suis un peu préoccupé par un rendez-vous que j'ai le lendemain matin. Et le rendez-vous que j'ai le lendemain matin, c'est un rendez-vous chez un notaire, avec un avocat, avec 3 témoins qui ne se connaissent pas, mais qui sont désignés depuis des années. Et tout ce monde-là a pour mission, le jour de ma mort, de se réunir et de détruire le journal que je dicte depuis 40 ans. D'accord ? Ça, c'est l'argument de Nuit Blanche. C'est l'argument du roman. C'est conjurer, toute proportion gardée, rassurez-vous, conjurer la malédiction au Kafka Max Brod avec le disciple qui éprouve toujours le moyen de publier vos trucs que vous avez jetés à la diable toute votre vie et de ne pas les brûler comme lui a recommandé. Donc, comme vous lui avez recommandé. Donc, l'argument de Nuit Blanche, c'est ça. C'est faire en sorte. Mais à l'horizon, ce que je dis dans Nuit Blanche, c'est que mon rêve, c'est que ce rendez-vous-là, après ma mort, n'est pas à avoir lieu, parce que mon rêve, c'est d'avoir le temps et surtout d'avoir l'énergie d'écrire, de raconter ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses, alors honnêtement, et là je suis pas pour grand-chose, j'ai vécu des choses peu ordinaires dans ma vie depuis l'âge de 20 ans. J'ai traversé des choses, j'ai connu des gens magnifiques, que ce soit des très grands écrivains, que ce soit des grands hommes d'action, que ce soit des grands hommes politiques, français, étrangers, que ce soit des immenses artistes, que ce soit des femmes magnifiques. J'ai rencontré, j'ai croisé, j'ai été dans l'intimité de ces êtres. J'aimerais avoir le temps de raconter.
avoir le temps de raconter tout cela et de leur rendre hommage. Et le problème, c'est que c'est pas seulement, c'est ce que je dis dans Nuit blanche, c'est pas seulement une question de temps. Il suffit pas d'avoir le temps. Il faut aussi avoir l'énergie et la vitalité. C'est une chose que j'ai tardé à comprendre, c'est qu'il fallait pas trop tarder à faire ça, parce qu'il y a un moment, je crois, où on est encore vivant, où on a du temps devant soi, mais on n'a plus envie. On n'a plus le. Vous n'en êtes pas là, à l'évidence. Et j'en suis pas là. J'en suis pas là. Donc il faut bien calibrer probablement le moment où on est encore, voilà, où on n'est pas trop vieux, mais où on a encore l'énergie. Enfin voilà. Donc ça peut être la postface, l'énorme postface à Nuit blanche. J'ai 2 modèles pour ça. Il y a 2 modèles pour moi d'autobiographie moderne. Je parle pas des grands exemples anciens qui sont indépassables, mais il y a 2 exemples modernes. Il y a évidemment les anti-mémoires de Malraux, dont je suis un admirateur inconditionnel. Je les ai lus en 1965 ou 6, quand j'avais 16 ou 17 ans, et j'avais été foudroyé par la beauté de ce livre et par son invention formelle. Et puis il y a Le Lièvre de Patagonie de mon cher ami Claude Lanzmann, qui est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Donc j'aimerais un jour, peut-être, ça peut être la suite, oui, écrire mon Lièvre de Patagonie. Au fond, ce Lièvre de Patagonie virtuel, pour l'instant, est-ce que la difficulté n'est pas de distinguer dans ce qui peut apparaître comme le chaos et le pluralisme d'une existence, ce qui va être réellement universel, un enseignement pour tous? Ça, c'est pas très dur, non. Je crois pas. Non, ce qui est le plus dur, c'est de, mais j'ai déjà éprouvé ça dans Nuit blanche, c'est de distinguer entre ce qu'il est licite et illicite de dire. Voilà. Parce on n'est pas seul concerné, hein. Quand on raconte ce qu'on a vécu et ce qu'on a traversé, on met en cause des amis, des adversaires, mais qu'on a envie de traiter loyalement, encore plus quand ils ne sont plus de ce monde. On a un devoir de loyauté absolue, parce qu'ils ne sont pas là pour vous répondre. Donc, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite? Je crois que c'est ça le vrai sujet d'un anti-mémoire ou d'un Lièvre de Patagonie. L'universel, vous savez, toute histoire exceptionnelle, tout personnage remarquable, il me semble qu'il a des choses à dire au genre humain. Je sais pas, je pourrais prendre 1000 exemples, mais le commandant Massoud, il a des choses à vous dire. Les combattants bosniaques que j'ai croisés à Sarajevo, depuis leur président jusqu'aux hommes de troupe, ils ont des choses à dire à vos auditeurs. Les femmes bengalaises que j'ai rencontrées en 1972, qui avaient été violées par des Pakistanais et qui mettaient au monde des petits enfants bâtards, que leur famille était prête à ostraciser, et que le président du jeune Bangladesh de l'époque a nommé Biran Gona, c'est-à-dire héroïne de la nation. Ces femmes-là vivantes, elles ont mon âge. Elles ont des choses à vous dire. Et elles seraient dans des anti-mémoires. Leur message serait universel, s'adresserait à toutes les femmes humiliées du Pakistan, d'Indonésie, d'Afghanistan d'aujourd'hui, qui meurent sous la férule de l'islamisme radical. C'est une leçon magnifique de dignité, etc. Donc, je crois que tout personnage à qui il est arrivé quelque chose d'un peu exceptionnel, qui a marqué l'histoire, ont un message universel. En tout cas, il me semble. Le reste s'annule le soi. Bernard-Henri Lévy, comment percevez-vous, contrairement à beaucoup de vos détracteurs, l'écriture et l'oralité dont, quoi qu'on pense de vos pensées, vous êtes un maître? C'est un cadeau, un privilège, un don, un fardeau, quelque chose qu'on assume ou quelque chose qui est dur? C'est un risque, l'oralité. C'est un risque quand on sera mort. Parce que quand on est mort, les survivants mettront tout sur le même plan. Ils mettront Nuit blanche sur le même plan que l'entretien que nous sommes en train d'avoir. Et ils diront, dans Nuit blanche, le défunt Bernard-Henri Lévy écrit que, mais en revanche, à Fréquence protestante, face à Philippe Bilger, il dira que.
Or, la différence entre les deux, c'est là où il y a un risque, c'est que le premier énoncé, j'ai taillé le crayon, j'ai réfléchi, j'y ai passé des heures, je m'y suis repris, j'ai corrigé. Là, en revanche, nous sommes dans l'improvisation. Or, après coup, il y a une sorte de grand corpus où tout est mêlé et où tout est mis sur le même pied. Donc, pour les écrivains, le vrai risque est là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains écrivains ont fait le choix du silence. Des gens comme Maurice Blanchot, qui ne donnait jamais d'entretien, comme Julien Gracq, qui en donnait très peu ou qui les réécrivait, comme Milan Kundera, qui en donnait mais qui les écrivait systématiquement. C'est pour ça. C'est pas parce qu'ils avaient quelque chose à cacher. C'est pas parce qu'ils étaient mauvais à l'oral. C'est parce qu'ils savaient qu'au jour du jugement dernier, au jour des comptes, tout leur serait compté à la même valeur. Voilà. Avec à la même échelle. Et ça, pour un écrivain, c'est redoutable. Alors, quand on est là, encore, on dit, attendez, non, ce jour-là, j'étais dans un rapport d'interlocution avec quelqu'un que je rencontrais pour la première fois. J'ai dit les choses comme ci et comme ça, parce que ça répondait à telle question, etc. Vous voyez, on est là pour... c'est ce que disait Platon à propos de la parole, et on accompagne la parole dans le thé et tête. Mais quand on n'est plus là, tout est réduit à de l'écriture. Vous écrivez difficilement, douloureusement ou facilement? J'écris facilement et laborieusement. C'est-à-dire, j'écris facilement, mais je travaille énormément. Et je suis toujours sidéré par les gens qui disent d'ailleurs qu'ils ont moi je suis éditeur encore un peu et je l'ai été beaucoup. Les gens qui disent j'ai réécrit mon manuscrit 10 fois. Moi, je pense qu'il n'y a pas une des phrases de Nuit Blanche que je n'ai écrite, 200 fois. Même pour ce livre qui est tout sauf léger, mais bien sûr. Qui n'est pas comparable à vos œuvres philosophiques. Oui, mais la même chose, parce que ce qui compte dans l'écriture, c'est la justesse, mais c'est le rythme, c'est la percussion, c'est la forme aussi, parce que c'est la forme qui convainc, parce que une forme réussie, c'est une forme qui conduit l'émotion et qui conduit la conviction, et tout ça suppose un infini travail. Le travail qui consiste à créer une langue bonne conductrice de rhétorique, de pensée et voire de vérité. C'est très difficile. C'est ça une bonne langue. Mais pour arriver à ça, pour que soit bien conduite au sens d'une électricité, la rhétorique, par ordre de grandeur, la rhétorique, la conviction et la vérité, croyez-moi, ça se fait pas en improvisant. Il y a eu des grands improvisateurs dans la langue française. Aragon, que j'ai connu un tout petit peu à la fin de sa vie, même assez bien, il était un immense improvisateur. Il était capable d'écrire, mais c'est du jamais vu, quoi. C'est une espèce de grâce. C'est presque une grâce religieuse. Claudel était un improvisateur, mais c'est très très rare. Les écrivains sont tous des laborieux. En tout cas, moi, j'en suis un. Faites-vous lire vos œuvres, comme vous parlez avec beaucoup de délicatesse de votre épouse dans votre dernier livre. Est-ce qu'elle a la chance de lire? Elle est ma première lecture, mais elle est ma première lectrice. Quel que soit le livre, je veux dire, vous lui avez... Quel que soit le livre, quel que soit le texte, quel que soit je tiens un bloc-notes hebdomadaire dans le coin, elle en est là... Je vais faire un aveu, mais je ne l'envoie jamais. Il m'arrive d'être un peu en retard d'ailleurs. Je ne l'envoie jamais au rédacteur en chef du Point avant de le avoir lu. Et c'est ça qui est intéressant chez les gens très intelligents. C'est que même quand ils ne connaissent pas le sujet, ils ont des critères formels. Et elle sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Même si elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle me dit, attendez, là... C'est pas clair. Là, ça va pas. Non, ça doit pas être ça. Dans les cas d'obscurité maximale, d'obscurité à elle. Oui. Si je lui parle pour la première fois, je ne sais pas moi, des human bombers du Sri Lanka, dont elle n'a jamais entendu, admettons, dont on n'aurait jamais entendu parler. Il me dit, écoutez, je connais pas. Mais là, ça doit pas être ça. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Et elle a généralement raison. Alors je dissèque la phrase et je m'aperçois, j'ouvre le corps et je vois que en effet ça va pas, il faut faire autrement.
Vous avez, même si vous répugnez à l'analyse de la politique anecdotique, Bernard-Henri Lévy, vous avez écrit sur la gauche et notamment un pamphlet, si j'ose dire, La gauche à la renverse, c'est cela? Le grand cadavre à l'envers. Le grand cadavre. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de ce paysage politique? Est-ce que, comment dirais-je, droite et gauche ont du sens après le prétendu dépassement? Comment vivez-vous cette France d'aujourd'hui? Je n'aime pas... D'abord, j'aime la France. C'est mon pays, j'en ai pas d'autres et je n'en aurai jamais d'autres. Ça, c'est très important. Donc, ce qui s'y passe m'importe. Après, je n'aime pas ce qu'est devenu la gauche, j'aime pas ce qu'est devenu la droite. Ce qu'elle tente d'advenir, ça c'est clair. Je n'aime pas la gauche qui a fait alliance avec la France insoumise, qui est pour moi un parti qui est sorti de l'arc républicain par son antiparlementarisme, par son antisémitisme, par son analphabétisme aussi, parce que savoir, ça fait partie du respect des électeurs. Voilà. J'aime pas ce qui est devenu la droite. Je n'aime pas la faiblesse de... Moi, j'aimais bien Monsieur Barnier, par exemple. Vous faire un aveu. Je l'aimais bien. Je trouvais qu'il avait de l'allure. Je trouvais que c'était un bon Premier ministre. C'était pas mon choix. Moi, je suis plutôt de gauche que de droite, mettons. Enfin, ça n'a plus autant de sens que jadis. Mais j'aimais bien. J'aimais pas que par la force de l'arithmétique électorale, ils soient entre les mains du Rassemblement national, que j'aime pas davantage que LFI, pour des raisons voisines et différentes. Parce qu'ils sont également, je les trouve également violents, je les trouve également populistes, je les trouve également faux amis de leur pays, je les trouve également trop indulgents à l'égard des gens qui veulent du mal à notre pays commun. Je pense à Poutine, je pense à Bachar al-Assad, je pense aujourd'hui probablement à Trump, etc. Donc voilà, je suis très soucieux de ce que devient la France. Populisme, à votre avis, Bernard-Henri Lévy, ce ne serait pas les inquiétudes, voire les angoisses d'un peuple malheureux? Si, bien sûr, c'est les angoisses d'un peuple malheureux, naturellement, mais c'est pas... Mais les angoisses d'un peuple malheureux elles ne se résoudront pas en sortant les sortants, par le dégagisme généralisé et par le branchement direct avec des hommes politiques qui se prétendent la libre expression non filtrée, non médiatisée des humeurs du peuple. La démocratie, elle repose sur les idées que le peuple a des pensées, mais qu'il a aussi des humeurs, et que tout ça doit être représenté. C'est ça. Alors, je veux bien qu'on invente autre chose que la démocratie représentative, mais je ne l'ai pas vu encore inventé. Je ne le connais pas. Toutes les tentatives que je connais, que nous avons vues depuis la Révolution française, la Commune, le fascisme, toutes les tentatives que nous avons vues de pratiquer la démocratie directe, la démocratie sans médiation, la démocratie sans élite, la démocratie sans filtre, ont tous tourné au désastre. Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement aujourd'hui. Est-ce que le drame, ça n'est pas que cette Assemblée nationale ne nous fait plus honneur? Une partie d'entre elles ne nous fait plus honneur, oui. LFI brandissant des drapeaux palestiniens à l'Assemblée ne nous fait plus honneur. Le Rassemblement national décidant dès le premier jour, au mépris de quelques-uns de ses choix, des choix 1000 fois exprimés, et par principe de censurer tel ou tel gouvernement, en l'occurrence le précédent gouvernement de la France, ne nous fait pas honneur. La démocratie, c'est la délibération. La démocratie, c'est aller voir le Premier ministre, c'est poser des conditions, c'est négocier, c'est trouver un compromis. C'est pas décréter avant même tout compromis qu'on censurera. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la force. Ça, c'est Trump. C'est pas la France. Donc ça nous fait pas honneur. Après, il y a on peut pas dire que tout le Parlement ne nous fasse pas honneur. Il y a
il y a nombre de parlementaires que je trouve tout à fait à la hauteur de la grande tradition républicaine française. Mais ils ne sont pas la majorité. Vous-même, Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous vous qualifieriez d'homme de dialogue dans l'ensemble de vos activités intellectuelles, dans vos prestations médiatiques? Est-ce que vous acceptez volontiers la contradiction? Naturellement, d'abord, Oui. je dialogue avec vous et je ne suis pas sûr que nous soyons d'accord sur tout. Et vous l'avez fait avec d'autres. Hein, et je l'ai fait avec d'autres. Je l'ai fait avec d'autres qui fusent de droite, qui fusent de gauche. Je l'ai même fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des gens qui étaient aux antipodes de moi. Voilà, bien sûr que je suis homme de dialogue. Je crois à l'humanité partagée. Je crois qu'en tout humain, il y a un partage. Bien sûr que je suis homme de dialogue et je n'aime rien tant que le dialogue. Vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase qui, je crois qu'elle est de Nietzsche, qui disait le contraire de la vérité, ce sont les convictions. Et ça n'est pas le mensonge. Je crois que la vérité, je crois que le vrai partage, c'est entre ceux qui ont la volonté de vérité et ceux qui ne l'ont pas. Après, que la vérité soit inatteignable, que la vérité soit approximative, que la vérité, personne ne puisse prétendre l'avoir, c'est évident. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce qu'on veut autre chose? Voilà. Est-ce qu'on est Calliclès, c'est-à-dire est-ce qu'on veut le triomphe de sa passion, de sa volonté? Est-ce qu'on veut que triomphe sa volonté de puissance? Ça, c'est Calliclès. Ou est-ce qu'on veut la vérité, même si on sait qu'elle est impossible à atteindre? C'est ça le vrai partage entre les humains. Il y a aujourd'hui, vous par exemple, je pense que vous voulez la vérité, il me semble. Je vous connais pas, je vous rencontre pour la première fois, j'ai l'impression que vous voulez, qu'une grande part de vous, en tout cas, veut la vérité. Une part de vous veut peut-être aussi le triomphe de ce que vous avez de plus cher, peut-être. Mais une grande part de vous veut la vérité. Moi, c'est pareil. Après, on est tous faillibles. La vérité, c'est une étoile, elle est très loin, on marche vers elle, on croit l'atteindre, mais elle s'éloigne toujours un peu, ça c'est évident. Mais est-ce qu'on la veut? Voilà la vraie question. Et la question de l'époque où nous entrons, la question de la post-vérité, la question des fake news, la question des deepfakes, la question des nouvelles technologies, c'est plus que jamais celle-là. Qui veut encore la vérité? Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui est extraordinairement inquiétant parce qu'on a affaire à une oligarchie extrêmement puissante qui n'a plus pour désir la vérité, qui n'a plus le désir de la vérité, qu'elle désire autre chose. Et ça, si cela devait devenir la règle, cela nous ferait entrer dans un âge nouveau de l'humanité. Est-ce que, Bernard-Henri Lévy, quand je vous écoute, quand je vous lis, quand je vois l'ensemble de vos activités, l'importance que vous avez tout de même dans cette modernité, est-ce que ce serait vous insulter que de vous qualifier d'homme de pouvoir? Ce serait pas m'insulter, mais ce serait inexact. Je crois pas être un homme de pouvoir. C'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est les idées peut-être. Premièrement, deuxièmement, ce que tout homme qui croit à quelque chose, ce à quoi tout homme qui croit aspire, c'est à convaincre, c'est à rallier, c'est à faire en sorte que ce à quoi il croit domine ce qu'il croit faux. Ça, bien sûr, oui. Si c'est un homme de pouvoir, peut-être. Mais le pouvoir, c'est pas les grandeurs d'établissement. Ça, je m'en fiche. C'est quoi pouvoir? J'ai quelques positions de pouvoir. J'ai été éditeur chez Grasset très longtemps. Qu'est-ce que je faisais chez Grasset? J'ai aidé à naître les livres qu'une vie entière, la mienne, même très occupée, même avec des nuits blanches, ne me permettait pas d'écrire moi-même. Donc les livres rêvés, j'étais content de les voir écrire par d'autres et je les accompagnais. Je suis président d'une chaîne de télévision. On me l'a beaucoup reproché depuis 30 ans. D'accord? Ce qui est beaucoup. Mais j'y tiens. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Je n'exerce aucun pouvoir. Mais je connais cette chaîne. Je l'ai quasiment vu naître avec Jérôme Clément au tout début. Je l'ai à l'époque de François Mitterrand. Je sais d'où elle vient. Je crois avoir une petite idée d'où elle doit
aller. Et tant que je le peux, tant qu'on m'en laissera le droit, je veux être le garant de cela. Voilà. J'écris dans les journaux. Quel est mon pouvoir ? Mon pouvoir, c'est de dire le mieux possible ce que je crois être juste et animé par la volonté de vérité. C'est ça mon pouvoir. Le reste, quel pouvoir ? Est-ce que, à côté des hostilités ou des haines pires que vous suscitez, est-ce que tout de même vous n'avez pas le sentiment, et c'est d'une certaine manière très bienfaisant, d'avoir une influence dans beaucoup des domaines qui vous sont chers ? C'est pas tout à fait la même chose que le pouvoir qui a peut-être une connotation un peu négative. Mais influence, j'espère. Ouais. Quand j'ai, je ne sais pas moi, quand je considère être avec mon ami André Glucksmann parmi ceux qui ont contribué à guérir toute une partie de la gauche française de la maladie du marxisme-léninisme. Je pense ça. Je pense que là, je sors sans remonter à Mathusalem, il y a ça, parce que ça, c'est il y a 45 ans. Je rentre d'une tournée aux États-Unis où je suis allé au cœur de la bête affronter les universités woke. J'ai parcouru 12 universités, les universités à côte ouest, les universités à côte est, les universités centrales de l'Ohio, d'autres États, du Texas, etc. J'ai parlé là à des étudiants persuadés que Israël c'était le fascisme, que le sionisme c'était le nazisme, persuadés que tout ça. Je suis allé les affronter, je suis allé en convaincre quelques-uns, je suis allé, peut-être plus important, essayer de donner un peu de courage à ceux qui, vaille que vaille, essayer de résister à ça. Des juifs, pas seulement des juifs, des amis de la démocratie. Ben oui, là j'ai essayé de faire en sorte que mes idées ne soient pas seulement exprimées chez Darius Rochebain dans Le Point ou dans Le Monde, mais qu'elles aillent sur le terrain donner force et courage et armes à des étudiants. Et ça, je suis très fier de ça. J'ai passé quelques semaines à ça. J'ai pris des coups, pas au sens physique, mais c'était parfois pas loin. Mais je l'ai fait avec fierté parce que je pense que j'ai semé la bonne graine. Malheureusement, Bernard-Henri Lévy, ma dernière question, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Est-ce que aujourd'hui, quand vous considérez votre vie, et encore une fois, j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible, vous diriez que elle a rejoint un petit peu votre conception du bonheur ou pas ? Ma conception du bonheur, sûrement. Parce que je suis aussi heureux que ma complexion, que ma manière d'être me permettait de l'être, voilà. Et que l'idée même de bonheur puisse permettre de ça c'est sûr. Mais plus important que ça, j'ai 76 ans. J'ai surtout le sentiment d'avoir fait à peu près ce que je souhaitais faire quand j'en avais 20, voilà, ou quand j'en avais 25. Quand j'avais 25, quand j'avais une vague idée, vous savez, c'est Gide qui disait qu'à 20 ans, il a eu l'idée comme une espèce de grande construction, comme ça, intellectuelle, une grande bâtisse, l'idée de l'œuvre à accomplir. Bon, moi, j'ai jamais eu ça, jamais eu cette vision-là. Mais enfin, j'ai eu une vision cavalière, une vision tout de même de à quoi devrait ressembler ma vie, il y a 50 ans. Ben, quand je repense à ce moment-là, parce que ça, j'en ai une idée précise, je pense que j'étais pas trop infidèle à celui que je me promettais d'être. Ça, c'est sûr. Et c'est plus important que le bonheur. Je vous remercie, Bernard-Henri Lévy. Merci.